amis chasseurs, passionnés. Cela fait 20 ans que le site Chasse Passion existe, puisque c'est en 1999, de 17 ans, que j'ai décidé de le créer. Quelques années plus tard, après d'innombrables messages sur nos forums à l'époque, de nombreuses rencontres, mais aussi de nombreux dossiers d'articles d'actualité écrits chaque jour au quotidien par nos équipes, vous êtes à présent des centaines de milliers à faire de Chasse Passion le premier site internet dédié à la chasse en France. Merci. La chasse étant notre ADN et le digital notre support de communication, comment ne pas vous avoir parlé de l'actualité de la chasse, des équipements ou encore des accessoires? Comment ne pas vous avoir emmené rencontrer les professionnels et les acteurs du monde cynégétique? Comment ne pas vous avoir fait visiter des lieux chargés d'histoire ou encore vous avoir emmené participer à des comptages de gibier? Bref, comment ne pas avoir créé un web journal plus tôt? Vous avez à présent compris, c'est pour mon équipe et moi-même une joie immense de vous annoncer la sortie de votre nouvelle émission mensuelle dédiée à la chasse. Cette émission, nous avons décidé de l'intituler « Parlons chasse ». Deux mots qui résument finalement assez bien ce que vous allez pouvoir voir et entendre pendant plus d'1 heure d'émission exclusive. J'espère sincèrement que cette nouvelle émission Parlons chasse vous plaira, que vous y apprendrez des choses tantôt factuelles, tantôt insolites, mais aussi que vous y découvrirez de belles nouveautés, de belles armes, que ce soit à la fois sur notre plateau ou grâce à nos nombreux invités sur le terrain. Au sommaire de notre premier Parlons chasse du mois de juillet 2020, l'actualité de la chasse, avec comme premier sujet brûlant le référendum d'initiative populaire initié par Hugo Clément. Ensuite, nous parlerons d'une battue au sanglier polémique dans les Landes, mais également de notre nouveau gouvernement et de la nomination de Barbara Pompili à la tête du ministère de la Transition écologique. Ensuite, on vous emmène sur le terrain pour notre premier reportage en compagnie de Vincent Godefroy, qui est conducteur de chien de sang, pour parler de la bonne attitude à adopter après avoir tiré un animal. On reviendra sur notre plateau pour parler d'un nouveau répulsif bio qui semblerait bien fonctionner sur les sangliers. Il sera ensuite non pas question de sanglier mais de berger, où vous découvrirez un berger passablement remonté contre notre ami Hugo Clément encore. Enfin, nous parlerons de cet agriculteur qui a décidé de porter plainte contre l'OFB mais également du nouvel observatoire du chasse-bashing lancé par la Fédération nationale des chasseurs. On enchaîne ensuite avec l'équipement du chasseur et une rubrique intitulée Point de vue armurier qui sera chaque mois animée par Antonin Randa de l'armurerie Univers Chasse à Besançon. Ce mois-ci, Antonin nous présentera dans son armurerie la nouvelle carabine linéaire Strasser RS14 Evolution. Vous découvrirez ensuite le magnifique nouveau Kipplof Merkel K5 en détail et en action, et quitte à parler matériel, nous vous présenterons les jumelles Bushnell Engage DX 1042 et le nouveau fusil fer pour femmes et chasseurs de petits gabarits sur notre plateau. Et enfin, comment ne pas consacrer une rubrique entière à nos compagnons à quatre pattes? Chaque mois, vous retrouverez sur Parlons Chasse l'instant veto, en compagnie du vétérinaire Stéphane Morel. Ce mois-ci, il sera question des tiques. Nous finirons cette émission avec le sourire, avec le zapping des meilleures vidéos du net qui vous ont le plus fait réagir ce mois-ci. On va parler amitié, franche camaraderie, on va parler Hugo Clément. Eh oui, notre meilleur ami Hugo Clément, le nouveau journaliste de France 2, ami des petits animaux de la forêt, a eu l'excellente idée de lancer un RIP, un référendum d'initiative populaire, autrement appelé un référendum d'initiative partagée. Pour faire avancer concrètement la cause animale, nous avons décidé d'utiliser le RIP, référendum d'initiative partagée. Dans cette proposition de loi, nous avons inscrit 6 mesures. Ce référendum pour la cause animale, il comporte 6 points que je vais vous détailler et très importants, vous allez le comprendre. Le premier, c'est sortir de l'élevage intensif. Okay. Le second, c'est interdire l'élevage en cage. Ensuite, c'est interdire évidemment les élevages pour la fourrure. Pendant qu'on y est, on va aller interdire les cirques. Plus de spectacles d'animaux sauvages. Et puis, évidemment, interdire la chasse à courre et la chasse traditionnelle. Pour que ce RIP puisse être adopté, puisqu'en fait, ça va être une proposition de loi, il faut plusieurs conditions. Dans un premier temps, il faut que 185 sénateurs ou députés signent ce RIP, soit 1/5 des parlementaires qui siègent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ensuite, une fois que ces 185 parlementaires auront signé le RIP, il faudra 4,7 millions de signatures supplémentaires provenant en fait des 1/10 des inscrits sur les listes électorales françaises. Donc 4,7 millions de Français doivent signer le RIP d'Hugo Clément. Ensuite, si ça c'est fait,
Hugo Clément aura donc 9 mois pour récupérer ces 4,7 millions de signatures entre le moment où les parlementaires auront signé et le Conseil constitutionnel a validé le RIP. L'Assemblée nationale ou le Sénat pourra alors adopter ou rejeter ce RIP. Là où c'est encore plus surprenant, c'est l'adhésion de 3 hommes d'affaires que sont Xavier Niel, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, et encore Jacques-Antoine Granjon, 3 hommes d'affaires qui ont monté de très très belles sociétés, qui ont eu une très belle réussite, mais qui n'ont jamais montré un quelconque intérêt pour l'avenir de la planète. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une vraie montée verte, on l'a vu aux élections municipales, et est-ce qu'ils ne seraient pas là, simple supposition, en train de s'acheter une petite conscience verte, de faire un petit peu de marketing vert? On est vraiment à même de le penser. D'autant plus que, sans être astronaute, j'ai bien l'impression que pour envoyer une fusée dans l'espace, pour mettre tous les petits satellites pour que Free fonctionne, il faut énormément de carburant et ça génère énormément de pollution. De la même manière, pour faire tourner les serveurs de Mythique, je crois que c'est très très gourmand en énergie. Et puis ensuite, vente privée, pour envoyer les petits produits de l'entrepôt vente privée à la maison, il faut bien un camion qui va globalement un petit peu polluer. Donc voilà, chacun après se fera son idée, chacun ira fournisseur d'accès internet qui le désire, chacun commandera sur le site qui le désire et chacun rencontrera son âme sœur éventuellement sur un autre site que celui de Mythique. Autre actualité bouillante, celle de la fameuse battue polémique dans les Landes où la fédération, en accord avec le préfet et l'OFB, a réalisé une battue au sanglier dans un champ de colza en train d'être moissonné. On le rappelle, c'est totalement interdit en temps normal, on ne peut pas utiliser un engin à moteur pour la chasse. Sauf que dans les Landes, localement à cet endroit précis, il y a de très gros dégâts de gibier, notamment de sanglier. Donc la fédération a pris parti d'innover, de faire un mode de chasse, de chasser, comme d'ailleurs, je le rappelle, ça se fait en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, de chasser pendant la moisson. Je le rappelle, dans les Landes, il y a une grosse problématique de dégâts de grand gibier, puisque cette année, le montant est déjà de 1,6 million d'euros. C'est un montant colossal que les fédérations, que ce soit dans les Landes ou ailleurs, ne peuvent plus absorber. D'ailleurs, on se rappelle qu'en début d'année, la Fédération des Landes avait même dit à partir de 2020, si la situation ne change pas, nous ne payerons pas les dégâts de gibier, nous arrêterons de les payer, nous n'avons plus d'argent. Aujourd'hui, les fédérations doivent donc trouver des solutions. Cette battue en est une. Alors, oui, évidemment, et je me mets à leur place, beaucoup de chasseurs dans les Landes, parce que moi je ne vais pas parler des gens qui sont à l'autre bout de la France, qui ne sont donc pas concernés, mais j'admets et je comprends que les gens sur place vivent cela comme un crève-cœur, c'est normal, les chasseurs sont sur le terrain 365 jours par an, gèrent leur territoire, gèrent leur population. Évidemment, ça fait forcément, je le conçois, mal au cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une grosse polémique. Énormément de personnes ont expliqué que c'était pas de la chasse, que ça allait, il n'y avait aucune éthique dans ce mode de chasse. Il faut dire que les fédérations, et notamment la Fédération des Landes, ne fait pas ça par gaieté de cœur. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça une chasse d'ailleurs, on appelle ça une battue de régulation, ça porte donc bien son nom. Il y a un problème ponctuel lié aux dégâts de sanglier. Et la fédération a donc organisé ce mode de chasse totalement inédit avec 40 chasseurs. Mais il ne faut pas croire que ça va se répandre dans tout le département et dans toutes les régions de France. C'est vraiment des problèmes locaux auxquels la fédération doit faire face. Et il faut comprendre que les dégâts de grand gibier posent d'énormes problèmes sur les fédérations et qu'elles doivent agir. Suite au remaniement ministériel demandé par Emmanuel Macron et la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre, nous avons donc vu l'arrivée de Barbara Pompili au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire et de Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux. Jean Castex peut être désigné comme un homme rural, même s'il a une très longue carrière politique derrière lui. Je le rappelle, aujourd'hui il a 55 ans. Il est originaire des Pyrénées-Orientales où il est toujours maire de la petite commune de Prades. C'est donc une relativement bonne nouvelle, sa nomination au sein du gouvernement, même si bien évidemment c'est le ministre de l'écologie dont la chasse dépend, qui va plus interagir à notre niveau. Concernant Barbara Pompili, on est un petit peu plus circonspect. Elle n'a jamais franchement porté les chasseurs dans son cœur. On se rappelle notamment, ce qui nous est venu à l'esprit tout de suite, c'est cette prise de bec avec Willy Schran en 2016, lorsqu'il venait juste d'être fraîchement élu au poste de président de la FNC, quand ils se sont vus au sein de la FDC de la Somme.
Depuis, Madame Pompili a pris position plusieurs fois contre les déterrages de renards ou de blaireaux, de choses comme ça. C'est pas forcément donc du coup une très bonne nouvelle, même si on va lui laisser le bénéfice du doute, comme on l'a laissé à Nicolas Hulot, comme on l'a laissé à François de Rugy. On va être très vite fixé sur les positions de Madame Pompili, puisque avec les sujets brûlants des chasses traditionnelles, elle va rapidement devoir prendre position. On sait qu'elle est issue du mouvement Europe Écologie Les Verts. Elle a gardé, même si elle a quitté le mouvement, elle a gardé quand même des amis proches au sein de ce parti. Europe Écologie Les Verts, chasseurs, voilà, c'est pas deux mondes qui s'aiment franchement. Donc l'avenir nous dira ce que ça donne. Autre arrivée dans le gouvernement, c'est la très médiatique nomination d'Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti est un avocat pénaliste qui a défendu des causes qu'on va appeler sulfureuses. Ça peut être par exemple le frère de Mohamed Merah, les époux Balkany ou encore Georges Tron. C'était son métier d'avocat. Aujourd'hui, il est devenu ministre de la Justice. C'est deux fonctions totalement différentes. En ce qui nous concerne, Maître Éric Dupond-Moretti est chasseur, passionné de chasse au petit gibier, au chien d'arrêt, mais aussi de chasse en vol. C'est donc pour la chasse une relativement bonne nouvelle. Une bonne nouvelle notamment sur le fait qu'une nouvelle loi concernant le délit d'entrave à la chasse doit être rédigée et présentée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette loi va être dure à faire adopter, il va falloir batailler. Et peut-être que la présence d'Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux permettra l'adoption de cette loi et surtout ensuite sa mise en application. En dernière minute, vendredi dernier, nous avons appris la rencontre entre la FNC et Madame Pompili. Voici donc un premier geste tendu de la ministre de l'Écologie et de la Transition solidaire envers les chasseurs. Geste qui d'ores et déjà crée l'émotion dans les rangs de nos opposants, mais que nous ne pouvons que saluer. À présent, j'aimerais que l'on parle d'un nouveau sujet sur le terrain. Ça va être la recherche au sang, puisqu'on se doit, en tant que chasseur, au-delà du simple fait d'être éthique, on se doit de respecter les animaux qu'on chasse, et ça passe par la recherche au sang quand on a un doute sur un animal blessé. Je vous amène donc avec Vincent Godefroy qui va nous expliquer quelles sont les réactions au tir des animaux et quelle est la conduite à tenir une fois qu'on a tiré un grand animal, notamment en battu ou à l'approche. 40 ans. 40 ans que l'Unucre forme des conducteurs de chiens de sang à travers la France. Aujourd'hui, on a 800 conducteurs, un peu plus de 800 conducteurs qui officient dans tous les départements français. Je le rappelle, l'Unucre, c'est l'Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Ce n'est pas la seule association qui forme des conducteurs de chiens de sang, puisqu'on a aussi l'ARGGB. Aujourd'hui, je suis dans la Sarthe. J'ai la chance d'avoir Vincent, qui est conducteur dans le département. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'Unucre. L'Unucre a fait l'année dernière plus de 30 000 sorties pour un taux de réussite de 45%. Donc 30 000 recherches de gibier blessé qui sont soldées presque pour moitié par une réussite. Je voudrais qu'on se focalise dans ce premier JT Chasse Passion sur la conduite à tenir en cas de réussite. En cas de réussite, bien mes mères. Ah bah, c'est le tournage, c'est très important le chien de sang dans la recherche. Donc comme je disais, je voudrais qu'on se focalise sur la conduite à tenir par le chasseur après avoir tiré un grand gibier. Bah, en fait, la bonne conduite, la bonne attitude. La bonne attitude. Aujourd'hui, tout chasseur qui se respecte doit ou devrait contrôler son tir. Alors c'est simple, on va voir là où on a tiré. Si L'anchousse. Soit on a blessé ou soit on n'a pas blessé. Si on a blessé, on balise, donc avec un petit bout de papier, une rubalise, une branche, et un mouchoir. Après on peut faire une centaine de mètres derrière, au cas où que l'animal soit mort dans les 100 mètres. Donc ça, le chasseur de lui-même peut poursuivre la potentielle piste, ou du moins suivre la fuite de l'animal jusqu'à à peu près 100 mètres maximum. Ouais, une centaine de mètres, 150 mètres, voilà. D'accord. Après, ça sert à rien de faire plus. On va relever l'animal, enfin, c'est pas bon. C'est une fuite sans fin, en fait. Voilà. Donc on appelle le conducteur, s'il est blessé. Le conducteur va venir pas avant 4 heures. Pourquoi? Alors, nos chiens sont formés pour pister des voies froides et surtout un sentiment de blessure, mais surtout des voies froides, les deux. Voilà, voies froides et sentiment de blessure. Donc, plus tôt on a les appels, plus tôt on interviendra dans les 4 heures, après les 4 heures. Et après, on intervient jusqu'à 24-48 heures. D'accord.
Donc, on peut jusqu'à 72 heures même, je crois, à l'extrême. Donc, le conducteur de chien de sang va venir dès qu'il va être disponible sur le lieu de chasse. Donc, il va aller avec le chasseur, si possible, s'il n'est pas le lendemain, retourner travailler ou s'il est disponible. On va ensemble à l'anschluss. Et à partir de là, commence la recherche pure et dure. Ouais, on va amener le chien va prendre connaissance des indices. Hein. Il va enregistrer les indices et après il va partir sur la piste de l'animal blessé où on pourra faire 150, 200 jusqu'à 13, 14 et des grosses recherches sur les cervidés jusqu'à 22, 23 km. Ouais, c'est les cervidés et sangliers hein, qui vont plus loin. Ouais, les cervidés et sangliers. Alors les animaux ils ont une faculté de défense qui est impressionnante, on s'en rend compte. Avec les ruses, ils recroisent. Ils croisent, ils partent, ça dépend des animaux. Mais ils ont une grosse résistance. Bien sûr, d'où l'intérêt évidemment d'appeler chez les conducteurs. Donc le conducteur, le chien retrouve ou pas d'ailleurs l'animal, mais quelle est la conduite à tenir pour le chasseur qui va accompagner le conducteur? Alors déjà, c'est faire le moins de bruit possible. D'accord. Et puis être le plus discret possible. Ça c'est vraiment la chose fondamentale, c'est être le plus discret possible. Et puis d'être en sécurité toujours avec le conducteur et avec le chien surtout. Seul le conducteur est armé. Hein. Dans la majorité des cas, le conducteur est armé, le suiveur ou un suiveur qui a l'habitude de suivre le conducteur sera armé, mais en général c'est que le conducteur qui est armé. D'accord. Parle-nous un petit peu peut-être des chiffres dans ton département qui est la Sarthe, je le rappelle, pour qu'on voie un petit peu le développement, j'ai envie de dire, de la recherche au sang dans le département. Alors, aujourd'hui en Sarthe, nous sommes 11 conducteurs. Nous avons fait 420 interventions cette année. En 2007, il a été réalisé 160 interventions. On a plus 15 ans. En 15 ans. Alors peut-être du fait qu'il y ait de plus en plus de conducteurs et puis que ça commence à rentrer dans les mœurs. Puis que la chasse au grand gibier se développe, c'est un tout. Et c'est une bonne nouvelle finalement parce que la recherche au sang, c'est pas uniquement aller retrouver le trophée de ses rêves ou le cervidé de ses rêves, c'est surtout aller abréger les souffrances d'un animal. Aujourd'hui, en 2020, et que ce soit même il y a 20 ans ou 30 ans, on chasse par plaisir et on se doit de ne vraiment pas laisser souffrir les animaux. Après, il n'y a rien de pire pour un conducteur à entendre « Ouais, mais on vous a pas appelé, c'était qu'un chevreuil. » Ah. Non, il n'y a pas de meilleur gibier. Que autre chose, voilà. Tous les animaux blessés, logiquement, devraient être recherchés. En plus, je sais que les conducteurs de chiens de sang interviennent même sur des blessures liées à des collisions. Les collisions, alors on est très rarement C'est incroyable ça. On est très rarement appelé sur les collisions avec les voitures, alors qu'il y a quand même une grosse partie du gibier qui est... C'est juste génial, c'est-à-dire que vous pourriez éviter à tellement d'animaux de souffrir, en fait, tout simplement. Vous faites ça par passion, vous êtes disponible, il ne faut pas hésiter à vous appeler. Il y a une liste, je crois, qui est disponible sur le site de l'UNUC ou sur le site des fédérations des chasseurs, ou même parfois au dos des plans de chasse. Au dos des plans de chasse, oui. Enfin, UNUC, il y a la liste des conducteurs par département sur le site de l'UNUC. Les fédérations en général mettent à disposition la liste des conducteurs. Après, c'est la chose à avoir dans sa poche. Tout à fait. On parle, que ce soit d'ailleurs même à l'approche, parce que ce soit à l'approche ou abattu, on met la dizaine ou la quinzaine de numéros de téléphone des conducteurs de chiens de sang de son département avec soi, et ça permet d'être très réactif en cas de blessure. Le chien a une part importante dans la recherche. Nougatine, est-ce que tu pourrais nous la présenter rapidement? En fait, Nougatine, c'est un rouge de Bavière. Qui, après à peu près 5 tournages, elle en a marre. Elle en a marre. En fait, Nougatine, c'est un rouge de Bavière du côté de Verdun. C'est Nougatine du Bonin Gris. Alors moi, j'ai choisi le rouge parce que j'adore cette race. Après, il y a d'autres chiens qui peuvent faire la recherche au sang. Le Labrador, le Teckel, le Saint-Hubert qui se développe de plus en plus. Il n'y a pas que les chiens de rouge en fait qui peuvent... Tous les chiens peuvent avoir des aptitudes à partir du moment qu'ils sont formés et dressés pour ça. On dit encore merci les chasseurs. Merci à l'UNUC, merci à toi Vincent. Et je te souhaite une très très bonne saison de chasse avec beaucoup de réussite. Parfait, merci Jacques. Cavalère, dans le sud de la France, a testé un nouveau répulsif pour les sangliers à la demande d'une coopérative agricole. Cette dernière s'est tournée vers la société de chasse de Cavalère pour tester un répulsif à base d'huile de cade. L'huile de cade, comme on le sait, est une huile qui est extraite à base du fruit du genévrier et qui est une odeur apparemment qui ne plaît pas du tout aux sangliers. Le principe est donc le suivant, on imprègne quelques pings de pin d'huile de cade
Et sur les parcelles que l'on souhaite protéger des sangliers, on les répand tous les 100-150 mètres. D'après Guy Cornat, qui est le président d'une de ces sociétés de chasse, les résultats sont bons. Il y aura moins de présence des sangliers dans les parcelles qui ont été entourées d'huile de cad. Donc c'est un répulsif qui est 100% naturel, 100% bio, qu'on va trouver facilement sur Internet ou dans les magasins spécialisés. Alors, est-ce que c'est la révolution pour les dégâts de sangliers? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une méthode naturelle et pas chère qui mérite d'exister. Affaire à suivre. Il est question à nouveau d'Hugo Clément, mais également du monde pastoral. Il existe une page Facebook qui s'appelle Carnet de berger, qui est animée donc, par un berger dans les Alpes, qui poste régulièrement des photos, comme actuellement dans les estives, des panoramas, des photos avec ses brebis, qui expliquent un petit peu comment se passe la vie de berger. Donc une page Facebook qui est très intéressante. Et ce berger il a réagi cette semaine à une vidéo d'Hugo Clément, qui elle-même parle de l'abattage d'un loup qui a eu lieu quelques jours auparavant, toujours dans les Alpes, dans le massif du Lautaret. Cette vidéo du loup, en fait, a été filmée par un photographe animalier qui a filmé de nuit l'abattage d'un jeune loup autour d'un troupeau de moutons. L'abattage de ce loup a été effectué par 2 lieutenants de louveterie, sans aucun problème. Dans les règles de l'art, l'animal est mort, séché. Sauf que si on prend, évidemment, si on extrait quelques secondes de ce reportage, on va voir un loup à quelques dizaines de mètres du troupeau de moutons se faire abattre. Si le loup a été abattu ce jour-là, c'est bien évidemment qu'il y a eu des actes de prédation les jours avant et qu'il y a un problème ponctuel avec ce loup. On imagine très bien que le loup, il n'est pas à quelques mètres des brebis pour s'amuser. Donc il y a clairement une menace pour le troupeau. Donc la quarantaine de loups qui peuvent être tués par an en France dans le cadre des tirs de régulation sont totalement justifiés et ce tir a été fait dans ce cadre-là. Ils peuvent être aussi également faits soit par les éleveurs eux-mêmes, soit par plus généralement les agents de l'OFB. J'ai été témoin d'un abattage de loup. Moi, ça me rend fou, quoi. Le loup était là à ce moment-là, il est passé à cet endroit-là, il n'a rien fait, il n'a rien attaqué, et il s'est fait abattre comme ça, et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Dimanche 5 juillet, vers 23 h, un jeune loup a été abattu au col du Lautaret, dans les Hautes-Alpes. Il passait à proximité d'un troupeau de moutons, mais n'était pas en train de l'attaquer. Et si nous le savons, c'est parce que la scène a été entièrement filmée par un photographe animalier. Donc, évidemment, on n'allait pas attendre que le loup soit suspendu à la gorge d'un mouton pour le tirer. Ça va de soi. Mais malgré tout, Hugo Clément a repris ce reportage pour stigmatiser une fois de plus les bergers, le monde pastoral et aller dans le sens des pro-loups pour dire « Tiens, voyez, on a tué un loup qui ne faisait rien. » Il ne faisait pas rien. Un loup n'est jamais à quelques mètres des brebis sans raison. Donc, dire que ce loup était en simple balade et a été abattu lâchement, c'est de la désinformation. Cette désinformation a donc passablement agacé notre berger qui, dans ce Facebook Live, a invité Hugo Clément à mouiller la chemise, lui a proposé de venir avec lui dans les montagnes, en altitude, mouiller la chemise, voir un petit peu comment ça se passe et voir un petit peu comment est la réalité du terrain, autre que dans un studio de télévision. Salut tout le monde! Petit message de service à Hugo Clément qui nous fait des reportages putaclic, qui se sert de sa carte de presse pour faire de la merde dans son petit bureau. Regarde Hugo, on n'a pas la même tronche ce matin en parlant du loup. On fait pas le même boulot. Alors tes espèces de reportages d'alimentation fumeuse là pour esprit confiné, il faut arrêter de te servir ta fausse carte de presse. Viens sur le terrain, viens mouiller la chemise, viens avec nous, viens les porter les filets tous les jours, viens porter la flotte espèce de trou du cul va. Il y en a plein le cul des mecs comme toi, plein le cul. Des petits pimpoys là avec leurs petites chemises qui se servent de leur carte de presse pour aller baver sur des mecs qui travaillent comme des acharnés, qui respectent la montagne, qui l'entretiennent. En Picardie, on a un agriculteur qui est passablement remonté contre les sangliers puisque ce dernier a porté plainte contre l'OFB, le nouvel Office français de la biodiversité. La raison, les sangliers lui dévastent l'ensemble de ses parcelles. L'année dernière, en 2019, il avait fait 6 000 € de dégâts de gibier, de grand gibier. Il en est déjà à 20 000 € cette année. Cet agriculteur est donc allé voir le préfet avec le témoignage de 45 de ses collègues en disant que la situation au niveau des dégâts devenait insoutenable et que la pression des sangliers était vraiment trop importante, réclamant de ce fait des battues administratives qui à ce jour n'ont pas été faites.
Du coup, cet agriculteur a décidé de porter plainte carrément contre l'OFB pour, on l'imagine, demander soit des indemnisations ou soit d'intervenir pour réguler les populations de sangliers. Rappelons quand même que c'est plutôt au préfet de prendre ces décisions, voire aux fédérations des chasseurs, mais l'OFB n'est pas trop compétente en la matière pour gérer les populations de grand gibier. La Fédération nationale des chasseurs a lancé il y a quelques jours son nouveau site internet. Ce nouveau site internet plus jeune et plus moderne a quelque chose de réjouissant puisqu'il intègre l'observatoire du chasse-bashing. Cet observatoire va permettre aux chasseurs de déclarer en ligne via un formulaire tous les actes malveillants qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit à la fois sur leur territoire de chasse, avec par exemple des destructions de miradors ou des intimidations sur le terrain, ou encore, comme c'est de plus en plus souvent le cas, sur les réseaux sociaux, des menaces qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort. Donc la fédération a mis en place son service juridique qui va prendre en main les déclarations des chasseurs qui vont être faites sur ce formulaire, et après va prendre contact pour conseiller ou agir avec ces chasseurs. J'ai envie de dire que quelque part, la peur commence à changer de camp, et c'est une très bonne chose que la fédération prenne en compte ce problème majeur de chasse-bashing qui existe depuis maintenant de manière exacerbée depuis 2 ans. Ce site internet a aussi d'autres fonctionnalités plutôt sympathiques. Donc, comme je vous le disais, il est beaucoup plus moderne que l'ancien. On va y retrouver des rubriques telles que les modes de chasse ou les métiers qui sont liés à la chasse. On a aussi une rubrique qui s'appelle Info ou Intox, que je vous invite à aller voir et qui permet d'avoir des arguments que souvent on oppose aux chasseurs. Pourquoi nous chasseurs, on est des alliés de la biodiversité? Ou est-ce que la chasse est dangereuse? Tout un tas de questions à laquelle la fédération répond et qui donnent des arguments factuels. Bonjour à tous, merci de participer à notre rubrique Point de vue armurier avec la collaboration de Chasse Passion. Vous êtes chez Univers Chasse à Besançon, je suis Antonin Aranda, armurier depuis plus de 20 ans. Je te remercie Jacques de nous avoir proposé de participer à ton JT afin de te présenter des nouveautés qui ne sont pas toujours connues du grand public. Pour cette première fois, nous allons vous faire la démonstration de la carabine Strasser RS14 Evolution avec la sympathique collaboration de la société Rua Gamotech qui a mis en jeu à cette occasion plusieurs lots que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Univers Chasse à Besançon. Ainsi, vous pourrez positionner un like sur notre page et participer à un tirage au sort qui vous permettra de remporter un de ces lots présents ici, soit un t-shirt, soit une boîte de munitions, une casquette ou un des sacs Norma. Voilà, donc pour cette première fois, nous allons vous présenter cette carabine. Donc je le répète, une Strasser RS14 Evolution. Donc ça, c'est un produit qu'on retrouve sur le marché des carabines linéaires. J'insiste bien là-dessus. Linéaire. Et donc, pourquoi c'est un bon produit? Je vais vous expliquer. Et vous allez découvrir avec moi cette carabine assez sympathique. Donc là, on la présente en version standard. Elle est équipée d'un bois grade 2. Vous avez ici une culasse linéaire, semblable à ses concurrentes, qui est extrêmement fluide. D'ailleurs, on aura l'occasion après de l'essayer au stand. On vous montrera la fluidité vraiment de cette culasse mobile. Comme la plupart des carabines linéaires, cette petite Strasser RS14, elle a un canon démontable, elle a un rail prééquipé Picatinny, ce qui lui vaut la version Evolution, avec ce rail prééquipé, ce qui est vraiment un avantage, parce que vous n'avez pas de surcoût de montage. On va pouvoir adapter assez facilement une optique en la disposant voilà, par simple serrage sur le rail. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est vrai que c'est un gros avantage, surtout sur une carabine où on n'a pas à positionner un rail. Donc, ce rail ici préintégré, vous avez aussi un chargeur amovible et un bloc détente qui vous permet aussi d'avoir 3 positions pour le poids de départ de votre détente. Et ce bloc détente est amovible et aussi
très important, un stasher qu'on retrouve pas très souvent sur la plupart des carabines linéaires actuellement. Donc niveau démontage, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez juste à démonter le devant bois. On va ouvrir la culasse pour sortir le canon par la suite. Donc vous avez juste le devant bois à démonter. On a dissimulé une pièce à l'intérieur, ici, une petite pièce, un levier qui va pouvoir vous permettre de désolidariser le canon par l'intermédiaire de cette pièce qui est ici. Pour ceci, il suffit de loger le levier ici et de venir désolidariser le canon par simple pression. Voilà. Donc la culasse mobile est amovible, bien sûr. Et comme la plupart des carabines qui ont des canons interchangeables, vous avez aussi la possibilité de choisir entre du standard et du magnum. Et la tête de culasse, est interchangeable. Et elle est démontable très très facilement. Au niveau du bloc détente, une pression ici à l'arrière sur une pièce dissimulée vous permet de venir extraire le bloc détente sur lequel vous avez 3 positions que vous retrouvez dans la vidéo. 3 positions avec un petit levier ici que vous pouvez déplacer avec le pouce et l'index, vous voyez. Et sur ces 3 positions-là, vous allez pouvoir choisir le poids de votre détente. C'est extrêmement astucieux. Ça ne nécessite aucun outil. Et vous pouvez sélectionner votre poids et en plus remettre le stasher pour avoir plus de finesse au tir. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante, notre petite Strasser RS14, parce qu'elle a vraiment beaucoup d'avantages. Ce canon démontable, cette partie ici complètement réglable, une culasse mobile extrêmement fluide, un chargeur amovible et la raille. Là, instantanément, on va pouvoir monter une optique qui est déjà prééquipée d'un rail, par exemple. Ça se monte instantanément. Voilà, niveau remontage. On peut reglisser ici le bloc de détente. On va pouvoir réadapter le canon. Voilà, par simple pression. C'est assez gras, c'est parfait, ça ne vibre pas. On va pouvoir réinstaller notre petite pièce ici dissimulée pour le démontage. C'est assez astucieux. On resserre le devant avec une clé 6 pans. Le remontage de la tête de culasse, extrêmement simple. Voilà. Et on n'a plus qu'à glisser la culasse mobile. Voilà. La réadaptation de l'optique, bon là on a positionné un montage démontable très rapide. C'est juste pour la démonstration. Et on a juste, voilà, je vous montre ce que ça donne avec l'optique montée. Voilà, évidemment, il ne faut pas oublier de serrer. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. Voilà ce que ça donne au niveau du montage. Donc, encore une fois, je vous répète, vous pouvez participer à un jeu concours qui est organisé par Univers Chasse et la société Rua Gamotech, afin d'essayer de remporter un de ces lots. N'oubliez pas de liker notre page Facebook sur Univers Chasse à Besançon. Cette petite carabine, on va aller l'essayer au stand pour vous faire découvrir la rapidité de la culasse mobile. Au niveau des tarifs, la RS14, vous pouvez retrouver cette carabine. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, c'était assez important. Donc, on est à 3 000 €, 3 100 € pour la version standard, ce qui la place à un prix extrêmement performant sur le marché français. Vous avez des canons interchangeables que vous allez pouvoir trouver à moins de 1 000 €. Donc ça aussi, niveau canon, c'est vraiment intéressant. Des canons de 51, des canons d'affût. Alors, plusieurs versions aussi pour cette carabine. Des versions tracker, des versions recherche au sang, avec des bois en lamellé collé. Alors aussi des versions plus luxueuses, avec des bois un peu plus adaptés, qu'on va trouver autour des 4 000, 5 000 €. Voilà.
Donc à tout de suite pour les essais au stand de tir. Nous voilà maintenant sur le stand de tir Univers Chasse, dans notre tunnel à Besançon, parce que nous avons un tunnel de tir pour tous les réglages à 50 mètres. Et nous allons pouvoir tester notre petite Strasser RS14 Evolution. Alors j'ai garni le chargeur en 30-06 de 3 munitions. Et donc je vais en disposer une aussi dans la chambre pour le chargement. Voilà. On utilise nous aussi des sprays au téflon de chez Motorex pour huiler les culasses mobiles, surtout sur les culasses linéaires, les culasses en verrou classique. Le téflon a vraiment une action hyper lubrifiante, donc ça c'est vraiment un produit qu'on vous recommande au moins en atelier. C'est vraiment indispensable, hein. Il faut vraiment ne pas négliger l'huile. Je peux vous garantir que les huiles au téflon sont vraiment les meilleures pour la fluidité et la mécanique des armes. Voilà, donc c'est parti pour l'essai. Voilà, on a tout dit, je pense que là c'est vraiment très fluide. Donc voilà, je voulais vous remontrer le montage de lunettes assez rapidement sur cette lunette Noblex N5 315-56 qui nous a été remis par Ruag. Voilà, donc là on voit bien le montage en rail Picatinny. Donc on peut monter des optiques avec du rail Picatinny. Il faut savoir que le rail Picatinny est un petit peu plus large sur cette partie par rapport au Weaver. Mais voilà, donc ça permet, bon, qui peut le plus, peut le moins, on préfère avoir un écartement un petit peu supérieur ici. Donc voilà, vous avez juste à repositionner l'optique. Et là, on a émis un montage fixe, amovible. Bon, ça ne garantit pas forcément le meilleur groupement, hein. Évidemment, on peut utiliser aussi d'autres montages, mais c'est juste pour vous montrer l'idée de montage, des montages rapides sur cette arme-là. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi notre petit point de vue armurier. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance en tout cas. Et n'oubliez pas de mettre un like sur notre page Facebook Univers Chasse Besançon et de participer au jeu avec quelques lots à gagner mis en jeu par Ruag Amotech. Donc encore merci et à bientôt. Pour ce dernier reportage, je vous ramène sur le terrain, au stand de tir du Rabot, en Sologne, où je vais vous présenter avec Jean-Fabien Dupin de Nobel Sport Tunette le tout nouveau Merkel K5. Le Merkel K5 est donc un Kiplof qui succède au K3 et au K4. On va vous faire une présentation détaillée de la carabine et ensuite on va aller tirer avec. Je suis en compagnie de Jean-Fabien Dupin, tu es commercial et responsable cartouche France chez Nobel Sport Tunette. Pour ce premier Chasse Passion News, tu nous fais l'honneur, j'ai envie de dire, de nous présenter le tout nouveau Kiplof Merkel, le Kiplof K5. K5, c'est le successeur, j'ai envie de dire digne successeur finalement du K3 et du K4. Tout à fait. Qui étaient ses prédécesseurs chez Merkel. Je vais te laisser en parler, quelles sont les nouveautés et les spécificités de cette très belle carabine. Effectivement, nous sommes sur un bois grade 4. Les 4 modèles différents de cette K5 en fait seront de classe 4. Sur cette même crosse, nous aurons donc un semi-dos de cochon à joue bavaroise qui permet en fait une meilleure prise en main de l'arme déjà et une meilleure alignement avec l'optique. Comme tu disais, effectivement, ce genre de carabine a souvent un optique. Oui, voilà. Exclusivement. Même. Voilà, exclusivement, voilà. Donc, cette carabine est équipée d'une lunette Leica, une Magnus en 2.4-16-56, donc un grossissement assez important, équipée d'un montage amovible spécifique Merkel. D'accord, on peut mettre uniquement, c'est un montage Merkel sur le Kiplof. Tout à fait. Okay. Après, on peut mettre soit fixe, soit amovible, tout à mais fait. Montage Merkel. Exactement. D'accord. Vous aurez un montage spécifique pour les B3, les express superposés Merkel, et un montage spécifique pour les K3, K5. Au niveau du canon qui est sous mes yeux, il est, vous l'avez remarqué, fileté. Tout à fait. Quel est le pas? Le pas est un pas Merkel de 15 par 100 qui permet de monter soit un modérateur de son, soit un frein de bouche. D'accord. Voilà. Je vois aussi qu'on a le canon qui m'a l'air percé, taraudé. C'est pour les anciennes, enfin c'est pour mettre les organes de visée éventuellement. Exactement. Merkel, cette année, livre toutes les Kiplof et toutes les RX, pour en parler aussi, avec des organes de visée amovibles. D'accord. D'accord.
que j'ai soit ôté. guidon et mire. Hein. Exactement, exactement. Okay. Donc nous avons ôté les organes de visée sur cette carabine-là pour ne pas être gêné avec la lunette et surtout pour pouvoir manchonner un modérateur de son éventuellement. J'ai l'impression qu'il a un avantage, ton montage Merkel, c'est qu'il est très bas. Et oui, c'est le but d'avoir des montages spécifiques, ouais, c'est qu'on peut avoir un alignement extrêmement bas entre l'optique et le canon. Ok, alors niveau technique, je te repasse la main, tu nous parles peut-être un petit peu du système tombant, alors basculant. Le fameux système basculant Simpson-Jagger est bien sûr utilisé chez Merkel sur les armes basculantes, type B3 comme nous disions, ou le B3 Express, et sur les Kiplof. Donc un maximum de sécurité, à cela est rajouté la sécurité manuelle qui empêche tout départ inopiné du coup, parce que... avec l'armeur séparée. Avec l'armeur séparée, oui, merci. Donc ça, il faut bien le dire, elle est équipée d'un armeur séparé. Voilà, l'armeur séparée. Donc même si la carabine tombe, le principe, je le répète à chaque fois, ça ne bloque pas que la queue de détente, ça bloque tout le mécanisme. Tout à fait, on le met et on l'ôte. Ça c'est bien aussi. Voilà. Ok, au niveau de la queue de détente justement. Alors la queue de détente, dorénavant, elle est réglée à 600 grammes pour un départ, comme nous disions, extrêmement net et précis. Et on peut régler en fait la distance de la queue de détente en fonction de la morphologie du tireur ou du chasseur. La règle en externe, c'est facile il faut le faire avec l'armurier. C'est un professionnel qui touche en fonction de la morphologie, comme je te disais. D'accord. Voilà. Bon, ça on verra au niveau notamment de la prise en main et du tir. 600 grammes, c'est très léger. Hein, donc exactement. On voit bien que c'est une arme qui est faite pour l'approche. Je vois qu'on a des anneaux de grognardière sont amovibles sûrement. Exactement, exactement, livrés de série pour permettre de porter l'arme s'il faut marcher par exemple en montagne ou dans nos campagnes. Parlez un petit peu plus maintenant au niveau de la gamme, donc qu'est-ce qu'on a comme calibre déjà? Alors nous avons différents calibres qui vont du 308 Winchester au 270 toujours Winchester, le 6.5 Creedmoor et du 300. On peut équiper, voilà, on peut avoir cette carabine en 300 Winchester Magnum avec des canons de 51 à 56 cm en fonction du modèle. Nous sommes sur un canon avec un diamètre de 17 mm évidemment, et on peut l'avoir en flûté dans les différentes versions. Alors comme tu disais, 4 versions différentes, la version noire, la version flûtée, parce que le canon sera flûté, la version arabesque, avec un léger, voilà, une légère gravure en fait, ou la version chasse avec une scène de chasse sur la bascule. D'accord. Les prix aussi entre 4 590 € et 6 590 €. D'accord. S'il y a une boîte de Brenneck sur la table, c'est pas pour rien. Ne serait-il pas pré-réglé avec des Brenneck, ce Kiplof? Nous préconisons évidemment la chasse avec la marque Brenneck. Il y a une grosse collaboration entre Brenneck, Merkel, Brenneck, Tunet. Donc le conseil, c'est quand même d'utiliser les balles avec lesquelles l'Express, je ne vais pas dire conçu, c'est pas vrai, mais au moins en tout cas réglé. Tout à fait. Pré-réglé. Voilà. Nous proposons une gamme complète de munitions rayées Brenneck, justement pour toutes les armes rayées Merkel. Ça marche. On va le tester un petit peu ce Kiplof. Ouais, il faut. Il faut, hein. Donc là, on est en 270 Winchester. Tout à fait. Et on va le tester avec et sans modérateur. Exactement. Si ça te convient. C'est le but. Comme ça, on va voir un petit peu au niveau du recul et puis peut-être du groupement. On ira vérifier si c'est une incidence. Je ne crois pas de trop. Je suis à 50 mètres. Donc quand on l'arme, l'armeur, elle est désarmée. Il faut armer à chaque fois. Exactement. Automatiquement, dès que j'arme ma carabine, dès que je la referme, elle est en sécurité. Exactement. Elle est désarmée. Attention à tes oreilles. On est dans le 10. Mais on n'est pas plein centre. Allez, on y va. Je vais regarder ça. Ah ouais, on va à gauche. On a quel grossissement? Tu m'as mis au... On n'est pas au plus fort. C'est pas plus mal. Allez. Tu veux bien faire ou... Tu redoubles pour voir un peu ce que ça donne. Merci.
La sensation? Bah, la sensation, c'est qu'on est dans le chevalet, donc j'ai envie de te dire qu'elle bouge pas. Oui. Moi, ce que j'apprécie, forcément, c'est la détente. Le départ, ouais. À 600 grammes, le départ, c'est juste... Je parle même pas de la Leica. La Leica, j'en ai déjà parlé, mais enfin bon, bref. On est sur une clarté qui est exceptionnelle. Mais on est là pour parler du K5. Il faut l'armer. On est bien. On est bien. On sent le souffle même. Waouh! À la base et tout, nickel. Hein. On s'en fait 2 tirs avec le modérateur. 2 tirs avec le modérateur. I'm ready. Attention. Attends, tiens la carabine. Ouais. Je vais juste ôter. Quand je regarde mon temps, j'ai le point qui se trouve un peu. Ah ouais, ça se trouve. Ça se le fait toi aussi? Bien sûr. Ça fait tellement chaud là. Allez. Ça ne me le faisait pas quand j'avais 20 ans, hein, ceci étant dit. Maintenant, on va tester le K5 avec le modérateur de son, Jean-Fabien. Tout à fait. Bon, c'est sûr qu'au posé, là, le chevalet, on va pas voir l'équilibre. Mais on va sentir quand même un petit peu si on a un recul différent, un comportement différent. Faut s'y faire à l'armeur. Hein. Ouais. Réglage différent. Réglage Rien à différent. voir. Ça, c'est très intéressant. Ah ouais. Alors, soit j'ai mis un coup de doigt, on va le vérifier On va au prochain doubler. tir. Exactement. Soit, si j'ai pas mis un coup de doigt, bah, ça prouve une fois de plus qu'il faut régler son arme. Ouais. Parce que sera pour plus moi, simple. le Après, canon j'étais chauffe un petit peu, ça peut jouer aussi, mais bon, je pense pas. Non, pas dans ces... Vu l'épaisseur du canon, je suis pas très inquiet. C'est ça, c'est le réglage qui C'est le réglage qui est différent. On va le montrer à la caméra. Ouais. Bon, Jean-Fabien, je pense que là, on a un exemple qui est assez parlant. On a une température, comme tu disais, justement ambiante, qui est un peu chaude, là, 35 degrés, mais peu importe, si ce n'est que le canon chauffe un peu. On a des groupements qui sont bons, sauf qu'on a une différence de réglage entre le tir avec modérateur de son et sans modérateur de son. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est très parlant, on est groupé, hein. Ça c'est mes 2 premiers impacts quand j'ai tiré sans modérateur de son. Et là c'est mes seconds impacts avec le modérateur de son. Donc on voit qu'il y a une différence qui est due au fait qu'on rajoute tout simplement le modérateur de son. Ça peut être aussi moi, ma façon dont j'épaule aussi, hein. Ça peut plein de facteurs. Mais ça revient à dire ce qu'on dit souvent. Ça prouve. Ça prouve, c'est qu'il faut refaire son réglage tout à fait. À chaque fois qu'on met ou qu'on enlève le modérateur de son. Exactement. En tout cas, moi j'ai vérifié ce que je voulais vérifier, c'est que le Clip-Loft, il groupe. Il pourrait même grouper, à mon avis, encore mieux que ça. Après, c'est moi, hein. Je pourrais aussi tirer mieux. Il pourrait faire aussi un peu moins chaud. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, les conditions. Mais bon, voilà, moi je suis très satisfait des tirs et puis surtout par rapport au comportement de l'arme. Les 600 grammes, les poids de départ, c'est très souple, c'est très agréable. Bien évidemment, en battu, ça ne va pas convenir, mais pour une chasse à l'approche, voilà, tout à fait. vous êtes au renard là cet été. C'est franc et direct. Ah ouais, c'est hyper onctueux, moi j'adore. Très très bonne arme, vraiment. Parfait. Et le modérateur de son, toi qui t'es mis à l'extérieur, on ressent quand même beaucoup moins de vibrations. Je pense que même au confort de tir, je pense que c'est différent. C'est beaucoup plus agréable. Moi j'étais dans le chevalet, j'ai envie de te dire, mais même dans le chevalet, tu ressens. On ressent quand même. Je pense que le suppresseur, donc le modérateur de son, apporte encore du confort supplémentaire lors des tirs. Ah ouais. À présent, je vous présente des produits de la rubrique accessoires et équipements de ce nouveau Parlons Chasse. Donc chaque mois, je présenterai sur le plateau différents produits, que ce soit du textile, de l'optique, des armes, des munitions. Je vous présenterai différents produits qu'on aura utilisés bien évidemment à la chasse ou sur le terrain. Ce mois-ci, c'est les nouvelles Bushnell N-Gage DX qui font partie donc de la gamme N-Gage. On a EDX qui va être le haut de gamme, notamment avec la particularité d'avoir des verres traités ED. On a ensuite la gamme DX et en dessous, on a la gamme X. Donc ces jumelles DX sont des jumelles d'observation. Ce sont des grossissements 10-42. Elles font un tout petit peu plus de 700 grammes. Donc c'est un poids qui est, on va dire, classique et elles sont notamment très compactes. Donc honnêtement, nous les utilisons à l'affût, puisque c'est actuellement le mode de chasse qu'on pratique. C'est des jumelles qui vont avoir un très bonne entrée de lumière,
puisqu'on a notamment des vers qui sont traités multicouches. On a aussi des traitements de vers qui sont dits exobarrières, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de dépôts de poussière sur les lentilles, également moins d'eau, ça va être par exemple en conditions de brouillard, on va mieux voir en conditions de brouillard. Et également on a un traitement des prismes diélectriques, ça c'est pour avoir un meilleur rendu des couleurs. Au niveau du châssis et de l'extérieur de ces jumelles, on a un châssis en alu qui est un gage d'extrême fiabilité sur les jumelles. On a également des inserts grip sur les côtés pour mieux le prendre en main. On a une molette de réglage de netteté classique, hein, évidemment entre les deux tubes, mais également sur le tube droit un réglage de dioptrie. Donc au niveau du poids, elles font 700 grammes. Elles sont vendues 339 € par le distributeur Rivolier. Chose très importante, elles sont garanties 30 ans. Et ce n'est pas une garantie lambda, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, s'il y a une défaillance sur la jumelle, Rivolier garantit un remplacement à neuf des jumelles. Elles sont vendues dans une housse de transport, avec une seconde petite housse pour les protéger davantage. On a des jumelles, une lanière de transport, et bien évidemment, on a des bonnettes pour protéger les lentilles du devant et de derrière. Nouveau produit que je vous présente dans cette rubrique équipement de notre émission Parlons Chasse, c'est ce fer Ergal Compact qui est dédié spécialement aux femmes ou aux chasseurs de petits gabarits. Alors pourquoi je dis femmes et chasseurs de petits gabarits? C'est souvent le problème est le même, c'est-à-dire que par exemple, on a des écarts entre la queue de détente et la crosse pistolet qui sont réduits. Là notamment, on est sur un écart de 75 mm. On a également une crosse qui est sur un format plus court que d'habitude, puisque là on a une crosse qui fait 355 mm, là où d'ordinaire les crosses font davantage 365 mm. On a également, et là c'est plus spécifique pour les femmes, c'est un talon amortisseur un petit peu plus important pour réduire le recul, puisqu'on est sur un 20-76 de 2,4 kg. Donc c'est une arme qui est vraiment légère, qu'on prend facilement en main, qui est donc évidemment adaptée aux femmes. On a un canon de 68 cm, donc on n'est pas sur un 71. On est chambré 76, on est sur des extracteurs, non des éjecteurs. On a également d'autres mesures qui sont adaptées aux femmes, puisqu'on a une pente au talon qui est de 65 mm, une pente au busque de 45 mm, et également une pente à l'avant de la crosse de 35 mm. Alors après, au niveau de l'aspect esthétique, puisqu'on sait que ça compte quand même énormément chez les femmes, vous le remarquez d'emblée, le fusil est très beau, il a des beaux bois, c'est ce qu'on appelle la technologie FX Wood, qui font ressortir un peu, on va dire, les veines du fusil. On est sur une bascule qui est gravée, qui est un petit peu plus gravée que les fusils qu'on a l'habitude de voir chez Fer. Les gravures sont un petit peu plus profondes. On a deux belles dorures de perdreaux de part et d'autre, et sur le dessous, on a d'autres arabesques avec le logo Fer qui est gravé. On a également une clé d'ouverture qui est ajourée et gravée, qui donne encore un petit peu plus de charme à cette arme. Également, vous le remarquez, une crosse Monte Carlo. Alors la crosse Monte Carlo, elle n'est pas là uniquement pour la beauté, c'est que les ingénieurs se sont rendus compte que les femmes épaulaient pas de la même manière que les hommes, notamment du fait qu'elles ont de la poitrine. Donc ça leur permet d'avoir un meilleur épaulé. Le fusil, il est vendu avec 3 chocs amovibles. Il est monodétente sélective, donc évidemment un bouton de sélection sur le bouton de sécurité. Il est vendu au prix de 1 725 €, distribué par la CIMAC, l'importateur Fer en France. La chasse, ce n'est pas uniquement des fusils, des armes, des accessoires, c'est aussi et surtout des chiens de chasse. Très peu souvent abordées finalement, les thématiques de chiens de chasse sont pourtant pour moi essentielles. Donc j'ai voulu dédier à cette émission Parlons Chasse une rubrique spécifique à nos auxiliaires à 4 pattes. J'ai bien évidemment parlé des chiens, puisque c'est assez rare finalement la chasse avec des chats. Je vais donc vous emmener avec Stéphane Morel, qui est un vétérinaire connu et reconnu en Loir-et-Cher, et qui chaque mois nous parlera des problématiques qui sont liées à nos chiens. Ce mois-ci, j'ai dédié spécifiquement cet épisode qui s'appellera Instant Veto au tic. Stéphane, merci d'avoir répondu à notre appel de participer à ce premier Instant Veto. On va voir ensemble pour ce premier épisode, on va parler des tiques, puisque c'est un sujet majeur et on va dire assez préoccupant chez les chasseurs. On sait que nos chiens de chasse sont fortement exposés dû à leur activité aux morsures de tiques.
Vous nous direz d'ailleurs si c'est bien une morsure ou une piqûre. On verra donc du coup en 3 parties. La première, c'est quelles sont les maladies qui peuvent être véhiculées par les tiques. La seconde, c'est comment retirer au mieux une tique si jamais toutefois le chien se fait piquer. Et puis ensuite, en troisième partie, la meilleure des solutions qui reste la prévention, que ce soit sous forme de pipette, de vaccin, de comprimé, etc. Il y a beaucoup d'espèces de tiques différentes. C'est un métier que de s'intéresser aux tiques et aux différentes maladies qu'elles peuvent transmettre. Il faut savoir qu'en gros, chez le chien, en France, on a 2 grandes maladies qui sont transmises par les tiques. Ce sont donc une maladie bactérienne qui est la maladie de Lyme, Oui. et une maladie parasitaire qui est la pyroplasmose. Donc Lyme peut aussi être attrapé par les chiens, pas que par l'humain. Exactement, Non. c'est en effet une zoonose, c'est-à-dire que ça se transmet aussi à l'homme, mais ça touche les chiens et ça touche d'autres espèces animales encore. Ok, d'accord. Il faut savoir du coup que dans la maladie de Lyme, il y a quand même un point positif, c'est que les chiens semblent être assez résistants. C'est rare qu'ils développent une symptomatologie, par contre quand ils le font, on a quand même de sérieuses boiteries, etc. Même parfois des vomissements qui peuvent survenir, et c'est assez difficile à traiter parce que c'est assez difficile à diagnostiquer. D'accord. Voilà, concernant la pyroplasmose, donc là on n'est plus sur une bactérie, on est sur un parasite. Et là on est sur une maladie qu'on rencontre assez fréquemment. Quand on est vétérinaire, on en voit beaucoup des chiens qui sont touchés par la pyroplasmose. C'est un parasite du coup qui va détruire, on va dire, les cellules sanguines, et les globules rouges, hein, et qui va du coup donner de gros problèmes de santé et qui nécessitent une hospitalisation. D'accord. C'est des maladies mortelles chez les animaux? Alors la maladie de Lyme, c'est un peu compliqué de le dire parce que c'est donc quand même assez rare que le chien en souffre. Par contre, la pyroplasmose, c'est clairement une maladie mortelle. Ouais. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de cas, c'est pas une maladie endiguée du tout. Non, non, pas du tout. Ok, alors au niveau des symptômes, c'est pareil, c'est pas évident à diagnostiquer. C'est un peu le problème, c'est qu'on nous amène souvent les animaux quand ça commence à déjà faire 2-3 jours qu'ils sont en phase de souffrance, et du coup on est déjà assez avancé dans la maladie, d'où l'utilité de la prévention. Ouais. J'imagine que c'est un état général altéré, le chien bouge moins, s'alimente moins. Voilà, exactement, des montées de température pour la pyroplasmose, ça peut être assez marquant. D'accord. Donc voilà, après comme vous dites, c'est bien une morsure, donc la tique pique avec son rostre pour justement prendre du sang, s'abreuver du sang entre guillemets du sang du chien, et donc c'est bien entre guillemets une morsure. D'accord. Donc admettons le chien est piqué. Déjà, est-ce qu'il y a des zones où les tiques aiment bien plutôt se piquer? Je sais que chez l'homme c'est des fois un peu sous les aisselles, chaudes, chez les animaux. Il faut savoir en fait que la tique ne va pas sauter sur un chien, ne va pas reconnaître un chien. En fait, la tique, quand elle est au tout début de son cycle, elle va grimper sur une branche, sur un brin d'herbe, surtout un brin d'herbe, et va en fait rester au sommet du brin d'herbe et attendre un dégagement de CO2. Pourquoi? Parce que la peau du chien, la peau de l'homme, la peau de tout mammifère dégage du CO2, et en fait cette tique a des capteurs de CO2 pour reconnaître qu'on est bien en présence d'un animal, et va s'accrocher là où elle sera frottée. On va chercher sous les aisselles, dans les plis de laine et derrière les oreilles. C'est vraiment des endroits où en tout cas, c'est un peu compliqué de savoir si ce sont des endroits que les tiques préfèrent ou que les propriétaires voient le moins. Autour du cou, ça se trouve bien quand même. Ouais, j'imagine. Mais nous, on voit souvent les tiques que les propriétaires n'ont pas vues, et donc c'est dans les endroits cachés. Mais après, voilà, on en retrouve au niveau du cou, on peut en retrouver sur le front, vraiment à différents endroits. Alors, imaginons on trouve une tique sur son chien, quelle est la meilleure des solutions? Évidemment, c'est de l'enlever. Alors pour ça, il y a différents types d'instruments. C'est tous des instruments qui ont le même nom, hein, retire-tique, de différentes tailles, de différentes marques. Il y a pas de... Alors moi, je connaissais le tire-tique, mais je ne connais pas celui-là. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, c'est un type de retire-tique, on va dire, pour les personnes peut-être un peu plus habiles. Mais c'est vrai que quand on a des personnes plus âgées ou qui vont avoir plus de mal à retirer la tique, on donne ce type de pince qui est exactement la même chose. On a également des fentes
un peu dans différentes directions et ça permet en fait de pouvoir retirer la tique, quoi. On va savoir que ça marche très bien. Moi, j'en utilise un. Oui, ça marche bien. Après, c'est juste l'accrocher. C'est vrai que quand elles sont très petites, c'est plus compliqué, mais ça finit par se faire. De mémoire, on le glisse sous la tique, on tourne, on fait un demi-tour ou un tour et on tire. Exactement. En fait, l'idée, c'est le rostre de la tique est enfoncé dans la chair du chien et on essaie de passer entre le reste de la tête et le rostre. Le rostre, c'est un peu comme un bec qui s'enfonce dans la chair. Et du coup, nous, on passe entre les deux, on tire en faisant un petit mouvement de rotation. Alors, il y a horlogique, anti-horlogique, ça c'est un peu plus de, on va dire, une légende urbaine. Ce qu'il faut surtout, c'est un petit peu tourner et tirer progressivement pour enlever la tique entièrement. Il y a une vieille légende urbaine qui consiste à dire qu'il faut endormir la tique avec de l'éther. Je crois que c'est pas bon. Voilà, exactement, c'est très mauvais parce qu'en fait, ça sera plus facile à retirer probablement, mais la tique va être anesthésiée par l'alcool. Et du coup, va relarguer tout son bol alimentaire dans le chien. Et c'est évidemment dans le sang qui est dans la tique, dans son tube digestif, qu'on a les parasites. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que généralement, la tique transmet les maladies en fin de repas. Au début, elle ne fait que pomper le sang, donc il n'y a pas de passage de la tique au chien. Par contre, en fin de repas, quand elle commence à être bien grosse, à moins inspirer de sang, on peut avoir un passage dans l'autre sens. Donc plus tôt on la retire, mieux c'est. Plus tôt on la retire, mieux c'est, et surtout pas l'endormir, parce que là elle dort et puis il y a un passage dans les deux sens. Donc pas de produit de grand-mère, on la retire comme ça à sec et on désinfecte pas. Après bon, ça dépend un peu de la plaie qu'on peut voir. Si on a quand même une petite zone un peu irritée, un petit peu abîmée, on peut désinfecter. Mais généralement, quand c'est le cas, il vaut mieux aller chez le vétérinaire parce que ça veut dire qu'il y a une réaction locale et du coup, on donne des anti-inflammatoires pour calmer le processus, voire des antibiotiques parce qu'il y a aussi des bactéries qui ne sont pas spécialement transmises par les tiques mais qui peuvent passer à cet endroit-là et faire une petite infection locale. D'accord, ok. Bon, il y a toujours une petite boule qui reste un jour ou deux, c'est normal ça? Voilà, c'est de ça que je parle. C'est en effet, ça peut... Il vaut mieux prendre moi je vais être plus prudent en disant que voilà, on va pas. Il vaut mieux aller voir le vétérinaire, mais c'est vrai qu'au bout de 2 jours, elle disparaît, il n'y aura probablement pas de problème. Ok. Maintenant qu'on sait comment retirer les tiques, on va dire en toute sécurité, le meilleur moyen, c'est quand même d'éviter que son chien l'attrape. Donc Stéphane, si vous le voulez bien, on va voir ensemble, vous allez nous présenter un petit peu les moyens de protection, que ce soit des colliers, les pipettes ou même les cachets, et nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Oui, donc comme toute maladie, la meilleure médecine, c'est celle qui est préventive, c'est de ne pas avoir le problème. Donc oui, vous les avez cités, il y a trois méthodes pour traiter l'animal. C'est soit avoir un collier répulsif pour les tiques. Alors ça va souvent de pair avec les protections contre les puces également. Oui. Les pipettes et les comprimés. En fait, la préférence va dépendre du client, du propriétaire du chien. C'est lui qui va savoir s'il préfère administrer quelque chose par voie orale ou plutôt en cutané ou acheter un collier et être tranquille plusieurs mois d'affilée. Donc là, il n'y a pas vraiment de mesures particulières. Juste savoir que du coup, le collier va plus avoir une action répulsive. Donc ça veut dire qu'il va empêcher la tique de venir se fixer sur l'animal. Et pareil avec les puces, alors que tout ce qui est comprimé et pipette, ça va passer dans le sang de l'animal et du coup là ça va avoir plus un effet toxique pour le parasite. D'accord, ok, voilà. Donc ça ne marche pas de la même manière. Voilà, donc sur des animaux qui sont allergiques, mais là aux tiques c'est rare, mais aux puces il vaut mieux préconiser le collier. Il ne faut pas que la puce vienne sur le chien, ne serait-ce que piquer une fois. Alors que pour les comprimés, les pipettes, la puce a besoin de piquer une fois, la tique a besoin de piquer pour mourir et ne pas repiquer derrière. Donc voilà. Au-delà de ça, pas de préférence, non, vraiment, tout marche pareil, la même efficacité. Bien entendu, tous ont une efficacité qui est du même ordre. Après, c'est plus les durées dans l'animal qui vont intéresser le propriétaire. À savoir que les colliers, faut toujours quand même faire attention. Les colliers, alors il y a différentes gammes de colliers, sont généralement notés sur une durée d'efficacité, mais qui peut ne pas être la même
en fonction qu'il s'agisse de puces ou de tiques. Et donc voilà, il faut toujours surveiller ça. Également, il faut savoir que parfois le collier, quand l'animal va trop dans l'eau, il a tendance aussi à avoir une durée de vie réduite. Bien faire attention, donc pour le collier, voilà, ça c'est quelque chose, c'est pas mal, hein, mais bon, vaut mieux le serrer un peu plus. Parce qu'en fait, ce qui va relarguer les molécules qui vont faire fuir les puces et les tiques, c'est le frottement entre les poils et le collier. Alors si le collier est trop lâche, il ne frotte pas, il a tendance plutôt de pendre et du coup la protection est moins bonne. Voilà. D'accord. Donc voilà. Pas de risque de le toucher avec les mains, de se toucher le visage? Non, après évidemment, voilà, 2 doigts. Hein. Après évidemment, bon, mettre les doigts en bouche juste après avoir touché, c'est pas la meilleure idée, mais c'est quand même des produits qui sont étudiés pour ne pas être dangereux pour le chien ou pour l'homme. Après, il vaut mieux se laver les mains après l'avoir manipulé, mais voilà. Et j'ai une autre question, c'est alors du coup concernant les vaccins. Oui. On peut vacciner contre la pyroplasmose? Alors, les 2 vaccins qu'on utilise contre la pyroplasmose ou la maladie de Lyme existent, mais il faut toujours se dire que c'est une sécurité en plus après les moyens de prévention. Donc les 2 sont des vaccins qui fonctionnent, mais qui fonctionnent en gardant en tête que le premier moyen de protection, ça reste quand même de diminuer le contact avec ces parasites. D'accord. Donc les parasites hôtes. Ouais. Votre conseil, c'est de faire les 2. Quand on a un chien de chasse qui est quand même assez exposé. Ouais, mon conseil, ce sera en tout cas, après il y a aussi le point de vue financier, c'est d'abord de trouver un moyen de protection vis-à-vis de la tique. Et après, si on veut ajouter une protection, oui, pourquoi pas prendre un vaccin pour avoir une protection vis-à-vis du parasite. En sachant que là encore, entre les 2 vaccins, le vaccin contre la pyroplasmose est pour moi plus adapté parce que c'est vraiment une maladie plus fréquente que la maladie de Lyme. Mais bon, voilà, il y a quand même des chiens qui souffrent de cette maladie-là. Eh ben, merci beaucoup Stéphane et je vous dis à très bientôt dans un prochain Instant Veto. Avec plaisir. Et comme il faut aussi bien rire, on a créé sur Parlons Chasse une rubrique Zapping qui sera une rubrique dans laquelle on va vous montrer les vidéos les plus insolites, les plus sympathiques qu'on a trouvées sur Internet et qu'on vous diffuse régulièrement sur le site et à la fois aussi sur notre page Facebook. Première vidéo assez insolite, c'est une famille de cyclistes manifestement habitués à pratiquer ce sport et qui, le temps d'une ascension, se font un nouvel ami, donc un jeune sanglier d'à peu près, je dirais, 30-40 kg, et qui finalement les a accompagnés pendant de longues minutes jusqu'à leur arrivée. On dit souvent que l'acte de chasse doit aller jusqu'à porter son gibier, l'éviscérer, le cuisiner, etc. etc. Quand il s'agit d'un lièvre, c'est facile, une perdrix encore plus. Les plus aguerris d'entre nous sont capables de porter un brocard sur leurs épaules, voire un petit sanglier, mais combien sont capables de porter un cerf? On peut dire que lui, il n'est pas là pour enfiler des perles. Une vidéo assez insolite et rare, c'est celle d'un sanglier qui poursuit des chiens, un petit peu finalement le monde à l'envers. Certainement cette vidéo n'a pas été tournée en France, on dirait une meute, quelque chose comme des dogos. Quoi qu'il en soit, soit ils ont très peur du sanglier, soit ce sanglier est aussi poursuivi par d'autres chiens, mais en tout cas, quand on prend juste cette scène, il y a de quoi rigoler. Spéciale dédicace à tous les chasseurs qui aimeraient taguer leurs amis qui a une meute pas aussi bonne qu'elle devrait l'être. Et voilà, ainsi s'achève ce premier épisode de Parlons Chasse. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié l'ensemble de nos reportages. C'est pour moi le moment de remercier toutes les personnes qui ont participé à ce premier journal, que ce soit à la fois Alexis qui m'a aidé derrière la caméra et au montage, mais aussi à tous les invités qui ont participé et qui se sont prêtés au jeu. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Chasse. A très vite sur Chasse Passion.